La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Et c'est l'heure de la lecture de presse en ce lundi 13 mai 2013. Madagascar Matin nous met en une exorciser le symbole du 13 mai, affronter l'histoire et ne plus craindre le syndrome. Ici donc un grand titre et avec une image qui nous rappelle bien l'événement de 1972 et on nous dit les différents régimes qui se sont succédés, y compris ceux qui se sont construits à partir de cette place, ont rechigné à célébrer le 13 mai et à baptiser la place connue sous cette appellation et pour cause. Elle symbolise une malédiction. Arrivera le jour où le changement sera et alors la place trouvera place dans l'histoire, nous dit ici. Donc Madagascar Matin met en profondeur en article ici 13 mai 1972, interdiction de commémoration. En rappel de l'histoire, 41 ans passés, les étudiants malgaches ont revendiqué sur la place de l'hôtel de ville d'Antananarivo la démocratisation de l'enseignement et de la fin de l'hégémonie de la langue française. Et puis après des heures d'affrontements à main nue, les forces républicaines de sécurité, plus connues par référence en ce temps, ont tiré à balles réelles sur les manifestants depuis les ouvertures de la mairie, faisant ainsi 40 morts selon les chiffres officiels et de nombreux blessés. L'hôtel de ville a également été réduit en cendres ce jour-là pour n'être construit réglementairement qu'après plusieurs manifestations de revendication de pouvoir. Mais depuis, nous enchaîne ici Madagascar Matin, les dirigeants successifs se gardent bien de commémorer ces événements si les autres prétendants au poste de chef de l'État utilisent la place pour manifester sans vraiment reconnaître sa valeur. Et après les Français, les Canadiens, les Taïwanais, les Chinois et les Coréens s'ajoutaient au cercle des décideurs économiques dans le pays les 13 mai 2002 et 2009. Les pouvoirs interdisent même le symbole, c'est-à-dire ici, nous spécifie Madagascar Matin la date et la place, en le classifiant de zone rouge, en y aménageant un jardin. Mais on ne tue pas un syndrome en tuant le symbole. Et puis, par rapport à la situation actuelle, le contexte actuel, eh bien, ici, on parle de l'élection présidentielle 2013, des pouvoirs tomberont-ils encore sur la place du 13 mai? Une question posée ici par Madagascar Matin, si nécessairement peut-être diront les autres, mais en tout cas, eh bien, les gerbes déposées chaque année devant les grilles d'un hôtel de ville reconstruit sembleraient marquer symboliquement la mort d'une certaine idée du 13 mai, celle du temps insouciant où l'on pouvait se permettre de démanteler sans trop songer à ce qui pourrait advenir après. Le journal La Vérité, nouvelle transition aux 4e République, qu'importe l'appellation, mais il faut des élus. Apaisement et réconciliation, le FFM entame avec les 41 candidats. Voilà les deux grands titres ici, mis à la une. Mais en ce qui concerne le premier sujet mis à la une, à savoir nouvelle transition aux 4e République, qu'importe l'appellation, mais il faut des élus, eh bien, pour l'écrasante majorité des simples citoyens, les discussions sont sur les perspectives dans l'immédiat du pays, nouvelle transition, prolongation de celle-ci ou 4e République, importe peu. L'essentiel est qu'on mette fin à la situation actuelle dans laquelle, d'ailleurs, à l'exception des maîtres, ce sont des non-élus qui dirigent le pays, nous dit ici le journal La Vérité. Et selon cette opinion généralement répandue donc, quelle que soit l'issue du bras de fer engagé actuellement entre défenseurs du processus en cours et partisans d'un retour à la case départ, il est hors de question que les politiciens puissent encore s'autoproclamer pour siéger au sein des différentes institutions de l'État, que celles-ci rentrent dans le cadre d'une période transitoire ou d'une nouvelle république. Un point de vue partagé aussi, nous dit ici le journal La Vérité, par bon nombre d'observateurs qui estiment qu'en réalité, eh bien, les problèmes d'autorité rencontrés à l'heure actuelle viennent essentiellement de l'absence d'élus qui tiennent justement leurs autorités de la légitimité conférée par leur statut de représentant choisi par la majorité de la population. Et dans ce cadre, l'on cite en premier lieu, nous dit ici le journal La Vérité, le cas des véritables jacqueries apparues dans différentes contrées dans lesquelles, pour une raison ou pour une autre, eh bien, c'était des symboles forts de l'État qui ont été contestés, voire agressés. Ici, donc, ce sont les prisons, les casernes ou locaux des forces de l'ordre, etc. Et toujours selon cette thèse, eh bien, cette crise de confiance se manifeste également par la méfiance vis-à-vis de toute décision prise par des responsables à différents niveaux qui, malgré leur pertinence éventuelle, ont toutes les difficultés à recevoir effectivement application. Il en est ainsi, par exemple, nous illustre encore ici le journal La Vérité, des mesures d'assainissement décidées au niveau de la municipalité d'Antananarivo qui non seulement rencontrent systématiquement des résistances farouches de la part de ceux qui elles la plus s'appliquent, et puis, mais ne bénéficient pas non plus du moindre soutien manifesté par le reste de la population au bénéfice de qui, pourtant, elles sont prises. Et puis dans ces conditions, la question qui se pose est de savoir pourquoi les personnalités qui insistent actuellement
pour une transition bis ne se présente pas tout simplement aux prochaines différentes élections, à l'issue desquelles, d'ailleurs, dans la mesure où elles sont déliées évidemment, elles peuvent à loisir faire valoir leur point de vue sur la manière de gérer le pays, ne serait-ce par peur du verdict des urnes. Voilà une question posée par le journal La Vérité. Le journal Les Nouvelles nous parle ici, nous met à sa une plutôt un grand titre législatif. Les acteurs politiques traînent des pieds, car le flou artistique autour de la situation actuelle laisse planer des doutes au sein de la classe politique. Et à jour J-14 de la date limite du dépôt de candidature aux législatives, eh bien les déclarations d'intention fusent mais peinent à se concrétiser. Pourquoi ils traînent des pieds, on en saura davantage ici dans cet article du journal Les Nouvelles. Les organes de vérification d'enregistrement des candidatures, l'OVEC, aux législatives au sein de la commission électorale de district devront encore patienter donc face aux acteurs politiques malgaches habitués à gesticuler à la dernière minute. En effet, jusqu'à ce jour, et depuis l'ouverture de dépôt des dossiers le 6 mai dernier, les postulants aux législatives de la 4e République ne se pressent pas aux portes des OVEC. Et d'après les informations recueillies, nous partage ici le journal Les Nouvelles, et donc des informations recueillies auprès des dirigeants des partis, eh bien c'est le contexte politique qui ne permet pas de prendre une décision définitive. Des acteurs politiques qui se sont regroupés au sein de plateformes sont également en attente d'une consigne et d'une rencontre avec leurs collègues avant de se lancer dans la bataille. Et puis les débats qui animent les formations politiques semblent cependant être réglés par la loi organique numéro 2012-016 relative aux premières élections législatives de la 4e République. Mais s'agissant de la liste définitive des candidats, il appartient à la Commission électorale nationale indépendante pour la transition de statuer sur le sujet. Mais la loi organique numéro 2012-016 note par ailleurs que dans les 72 heures après la date de réception de chaque dossier, si l'OVEC retient la candidature, elle délivrera un certificat d'enregistrement de candidature qui vaudra autorisation à faire campagne électorale sous réserve des dispositions relatives donc à la période de propagande électorale et celle de la législation en vigueur. Courrier de Madagascar, politique conjoncture, l'imbroglio total, voilà les deux titres ici, mis à la une par Courrier de Madagascar. Des manœuvres pour torpiller la feuille de route et faire reculer les présidentielles calendes grecques se poursuivent. C'est l'impression que dégagent les derniers événements, remarque un chef politique, et c'est un candidat issu de la gente féminine qui s'exprime, nous dit ici Courrier de Madagascar, et face aux recommandations issues de l'initiative du FFKM qu'elle estime inopportune et malvenue, apparaît avoir échoué en 2009, elle n'a pu s'empêcher d'être virulente. Plus d'un relève d'ailleurs que ces recommandations ne sont assorties d'aucun calendrier ni d'organe faisant l'office de force exécutoire. Il est toujours possible d'améliorer la feuille de route sachant les imperfections que tous les tenants du pouvoir actuel ont adoptées et converties en loi, mais pourquoi, à moins de 3 mois des échéances électorales, torpiller ainsi le processus? Voilà ce qu'elle a en tout cas tonné, tout en ajoutant qu'il vaut mieux avoir des dirigeants honnêtes et de bonne volonté que de faire table rase, tout en sachant aussi que rien n'est parfait en ce monde. À son avis d'ailleurs, nous partage ici encore Courrier de Madagascar, certains parmi les candidats manipulent l'opinion pour l'instauration d'un climat malsain à des fins partisanes pour gagner sur tous les tableaux. Un analyste politique en tout cas parle d'alliances subjectives entre les candidats qui ont déçu et ou mécontenté la communauté internationale, et ce auquel ils doivent faire attention selon nombre d'observateurs, c'est que le 22 mai prochain, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine examinera à Addis Abeba le cas de Madagascar à propos précisément du rapport de la dernière mission de la SEDEC et de la levée des sanctions. La Gazette de la Grande Île, Madame Ravalman a retiré Karazuela, il refuse de se retirer. Élection législative, John Nailita se lance dans la course. Mais voyons plutôt tout ce que cela entraîne au niveau économie. On parle de fragilité de l'État, Madagascar encore épargné. C'est le titre ici donné par un de ces articles en page 9, page économie de la Gazette de la Grande Île. Alors que Madagascar remplit une bonne partie des conditions pour basculer dans un État fragile, eh bien, le FMI le classe encore parmi les pays subsahariens à faible revenu. Dans l'étude de cette institution sur les perspectives économiques en Afrique subsaharienne publiée ce jour, eh bien, la Grande Île le côtoie ainsi des pays comme le Bénin, le Burkina Faso, le Kenya, la Tanzanie. Il faut toutefois noter que si l'actuelle transition se prolonge selon les désirs obscurs du FFKM, le pays risque fort probablement de tomber dans la trappe d'un État fragile. Celui-ci se caractérise par la défaillance de l'État d'assurer les services publics, une insécurité croissante, un cadre légal insuffisant, une pauvreté croissante, une faible
faible croissance et Madagascar connaîtra tous ces problèmes avec, par exemple, une pauvreté qui affecte près de 80% de la population, une croissance prévue se situer à 2,8 selon les prévisions du gouvernement, contre un taux moyen moins optimiste de 2,6 selon le FMI. Et puis, ici, donc, on nous parle aussi de termes de services publics, l'état de dégradation avancé des routes, l'absence d'une protection sociale pour les plus vulnérables et tant d'autres problèmes démontrent ainsi la défaillance de l'État. Et pour l'heure, toutefois, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, le pays n'est pas encore officiellement classé parmi les États fragiles. L'espoir de plus en plus mince porté par le processus électoral devrait l'aider à reculer du gouffre de la fragilité d'où il n'est pas facile de sortir. Midi, Madagascar, Marc Ravalman à Magro contre le retrait de l'ALO. C'est le titre ici, mis à la une. Mais le secteur privé est complètement délaissé. Voilà ici un des titres donnés par Midi, Madagascar. Véritable moteur de développement, le secteur privé aura été, durant le règne d'Andraduel, le secteur le plus délaissé. Pire, la transition a été et continue toujours d'être un simple tremplin pour une poignée d'opérateurs économiques proches du régime. La preuve, nous dit ici Midi Madagascar, nombreux parmi ces privilégiés de l'HAT qui ont amassé beaucoup d'argent et ont constitué d'énormes fonds pour soutenir tel ou tel candidat. Durant la transition, aucune règle de jeu n'a été en vigueur pour protéger les investisseurs. Et sur ce point, d'ailleurs, l'ambassadeur de l'Union européenne de déclarer, je cite, mais le vrai moteur du développement, une fois ma crise terminée, est le secteur privé. Ce dernier a besoin d'un cadre politique et légal stable. Comment un opérateur local ou étranger peut-il avoir confiance dans un pays en état de crise continue? Voilà ici une question posée. En somme, eh bien, on assiste actuellement à une perte totale de confiance des opérateurs économiques vis-à-vis de l'administration transitoire. Les groupements économiques dont le GEM, qui n'a jamais eu cesse de tirer sur la sonnette d'alarme pour mettre un terme aux dérives des responsables tuant à petit feu donc le secteur privé notamment par un harcèlement fiscal sans précédent. Et par ailleurs, nous dit ici cet article de Midi Madagascar, la transition n'a fait que détruire le peu d'infrastructures dont dispose le pays pour son développement. Et enfin, on termine notre lecture de presse avec l'Express de Madagascar, pression de la Troïka, Ravalman, Aniraduel la résiste. Voilà ici le titre mis à la une. Mais de toujours de la conjoncture, les investisseurs directs étrangers se rétractent. Et comme il a été dit, donc, le secteur privé est dans le désarroi. La conjoncture actuelle a renforcé le manque de visibilité chez les opérateurs économiques locaux et internationaux. Et selon le directeur auprès de la direction d'appui au développement du secteur privé, les investisseurs étrangers ont pris du recul après la sortie de la résolution du Conseil chrétien des églises ou FFKM. Des entreprises franches qui ont repris les investissements à Madagascar ont somme toute abandonné leurs initiatives. Et au niveau de l'Economy Development Board of Madagascar, le DBM, les projets restent au stade d'attention. L'agribusiness demeure le secteur très convoité par les étrangers, à savoir les Asiatiques et les Indiens, les Chinois et les Mauriciens. Et pour les unités de production fonctionnelles, eh bien, de gros efforts sont réalisés pour maintenir les clients, notamment dans les entreprises franches. Mais on nous fait aussi savoir, par exemple, que si auparavant nous avons, nous dit ici donc un des responsables, nous avons 3 semaines pour la livraison, maintenant c'est réduit à 2 et nous devons en contrepartie fournir des efforts en cette situation de crise. Nous devons le faire pour maintenir les emplois. Et si une entreprise prend beaucoup de marge, il serait difficile alors de trouver des clients, a toujours rajouté un de ses responsables. Et c'est la fin de notre lecture de presse de ce jour. Excusez-moi en tout cas pour cette voix nasillarde, la grippe étant.